Quand je gagne ma première Coupe du Monde à Shanghai, quand je gagne, en fait, j'ai un sourire de gamine. Et c'est comme si la petite fille de 5 ans venait de mettre un tampon sur tout ce que l'adulte avait fait. Mais la petite fille de 5 ans, jamais elle se serait imaginée qu'elle arriverait à faire ça. Et c'est ça qui est intéressant quand on parlait de confiance en soi, c'est que d'un coup, je me suis dit, mais ouais, en fait, ça se construit. Si t'es pas aligné entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu penses, ils vont le ressentir en face, tes collaborateurs. Un vestiaire sportif, c'est pareil. Un coach qui n'est pas aligné dans les valeurs qu'il cherche à faire passer à son équipe, dans la direction, qui n'est pas convaincu de la direction à prendre. Mais nous, on est une meute de loups, en fait. On va le sentir. Bonjour, je suis Mathieu Aboudaram, entrepreneur et cofondateur de l'agence de conférenciers WeChamp. Notre mission est d'inspirer, souder et motiver vos équipes en leur faisant rencontrer des personnalités hors du commun lors de conférences et d'ateliers. Nous avons eu envie de créer le podcast Vision pour leur donner la parole et pouvoir partager leurs expériences au plus grand nombre. Qu'ils soient aventuriers, athlètes ou pilotes de chasse, leurs parcours extraordinaires ont été semés d'embûches avant d'atteindre les sommets de leur discipline. Management, résilience ou confiance, ils ont été confrontés à de multiples problématiques que vous rencontrez en entreprise ou dans votre quotidien et les abordent avec un regard singulier. En décortiquant leur parcours unique, ils partagent avec nous leur vision, mais aussi leurs échecs et les clés qui les ont menés au bout de leurs aventures incroyables. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos conférenciers, rendez-vous sur notre site internet www.wechamp-entreprise.co. Bonne écoute de Vision, et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Vision. Vision un peu spéciale parce qu'aujourd'hui on enregistre dans l'antre des champions. Nous sommes à l'INSEP avec un invité un peu particulier parce que c'est avec elle qu'on a fait notre première prestation en 2017. Voilà, avec qui on travaille régulièrement. Et c'est quelqu'un, moi, personnellement, qui m'impressionne beaucoup, de par, vous allez le voir, sa vie, tout ce qu'elle arrive à faire en même temps dans sa vie, à la fois. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être reçus par Madame Astrid Guyard. Salut Astrid. Salut, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous recevoir. Alors bon, on est dans la salle de muscu, ça résonne un peu, mais bon, écoute, c'est pas grave, au moins on a trouvé un endroit. L'idée, en fait, tout simplement, ça va être de te présenter succinctement, de savoir déjà qui es-tu, Astrid. C'est une bonne question, ça, comme introduction, qui je suis. Alors, je suis escrimeuse olympique, tout d'abord. J'ai fait plusieurs Jeux olympiques, des championnats du monde, des championnats d'Europe. J'ai rapporté quelques médailles, heureusement. Quelques, tu es humble, hein. Pas mal. Et à côté de ça, je suis ingénieure aérospatiale aussi. Alors, pour la faire courte, ça veut dire que je conçois des fusées qui envoient ensuite des satellites en orbite autour de la Terre, ou voire plus loin pour explorer l'espace. Et puis, ma troisième casquette à laquelle je tiens beaucoup aussi, c'est le côté auteur jeunesse, puisque j'ai conçu une collection pour les enfants entre 5 et 10 ans qui parle de sport, mais pas de sport performance, plutôt des valeurs du sport. Ouais, ça, on y reviendra. Donc, une vie plutôt calme. Ouais, très calme, beaucoup de temps libre. Non, mais blague à part, en fait, c'est une question d'organisation quand même et surtout de priorité. Donc, ça, on va y revenir parce que justement, tes secrets d'organisation, moi, ils m'intéressent quand je vois tout ce que tu arrives à faire dans une vie. Moi, ça m'intéresse, ça intéressera beaucoup de nos auditeurs. Moi, je voulais commencer par le commencement. Tu viens d'où? T'as grandi où, toi, Astrid? Alors, je viens du Vésinet. J'ai grandi dans la banlieue ouest parisienne. Voilà, et j'y suis restée jusqu'à ce que ma vie bascule pour le très haut niveau, puisque j'ai rejoint le Pôle France à la sortie de mon bac. Mes parents voulaient vraiment qu'on fasse les études avec le cursus normal jusqu'au bac, et ils ont préféré attendre ce moment-là, les études supérieures, pour pouvoir vraiment intégrer les pôles de performance qu'on appelle les pôles de France, comme on est ici à l'INSEP typiquement. D'accord. Et du coup, alors il y a une question moi que j'aime beaucoup demander, c'est bête, hein, mais c'est que faisaient tes parents? Parce que souvent les parents, c'est eux qui
nous modèlent un petit peu, enfin qui ont une influence sur nous. Oui, absolument, et je peux pas la nier. Pour le coup, qu mon père est ingénieur informatique. Alors aujourd'hui, il est à la retraite, mais typiquement, j'ai plutôt été bercée par le monde de l'ingénierie, de la compréhension des choses, de comment ça marche, de pourquoi. Voilà, donc très tôt, j'étais une petite fille plutôt curieuse qui posait plein de questions, mais j'ai eu la chance qu'on y réponde. Et donc, je pense qu'effectivement, le fait que je sois ingénieur, c'était peut-être pas une surprise. J'ai peut-être suivi, on va dire, un parcours tout tracé. Par contre, le côté aérospatial, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est propre depuis que j'ai 7 ans et que je suis en capacité vraiment de lire des livres par moi-même un peu poussés. C'est des bouquins d'astrophysique que j'ai dévorés. Principalement parce que j'étais fascinée par l'espace, par le fait aussi que ce soit un champ d'exploration infini, que probablement on n'ait jamais toutes les réponses. Et je trouve que quelque part, ça pousse l'homme à une certaine humilité et ça me plaît. Ok. Donc déjà à 7 ans, des bouquins d'astrophysique. Moi j'étais encore sur Choupi, à 7 ans même. Écoute, il y avait quand même beaucoup d'images, c'est l'avantage avec le spatial, il y a des planètes, il y a des anneaux autour de Saturne, tout va bien. Et alors l'escrime, ça t'est venu comment? Parce que donc, tu as un frère qui fait de l'escrime aussi. Est-ce que ça a été un sport imposé par les parents, ou est-ce que ça t'est venu toute seule, ou est-ce que tu as suivi ton frère? Comment c'est venu l'escrime? Ouais, très clairement, j'ai suivi mon frère. J'étais vraiment la petite sœur qui voulait tout faire comme son frère. C'est très simple, il faisait quelque chose, il fallait que je le fasse moi aussi. Vous aviez quel âge de différence? On a 2 ans d'écart, on a beaucoup joué ensemble quand on était petits. J'étais sportive, lui aussi. Il était compétiteur, j'étais compétitrice. Il est devenu champion, t'es devenu championne. Voilà, et du coup, je pense que depuis tout petit, on se suit. On a joué au foot, au vélo, au roller, on a fait les 400 coups dans le jardin. Et donc, assez naturellement, c'est lui qui commence l'escrime puisqu'il a 2 ans de plus. Et moi, je le suis parce que je suis intriguée par ce sport. Et puis, il y a un petit côté qui est rigolo dans la vie, c'est que des fois, on pense vraiment choisir. Mais je crois qu'aussi pour ma mère, mettre les 2 enfants au même sport, d'un point de vue logistique, c'était quand même hyper pratique. Donc, ouais. Donc le côté organisation vient peut-être aussi de ta mère. Du coup, alors juste pour rappeler, donc toi, tu fais du fleuret. Simplement pour faire comprendre un peu à nos auditeurs, parce qu'il y a 3 disciplines dans l'escrime en fait, donc il y a le fleuret, l'épée et le sabre, c'est ça? Bien joué, je vais te laisser finir pour voir si tu avais bon. Alors du coup, toi tu fais du fleuret, est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi la différence avec les autres disciplines de l'escrime? Ouais, bien sûr. Alors je vais commencer par l'épée, c'est vraiment l'arme de duel, comme on peut voir dans les films de cap et d'épée. Alors à l'épée, il faut toucher le premier, et on peut toucher partout sur le corps. C'est l'arme des duels d'antan, au premier sang versé, typiquement. C'est pour ça qu'on est en blanc en escrime. C'était pour premier sang versé. Premier sang versé, ça veut dire que le duel s'arrête dès que la première goutte de sang est versée. Et c'est pour ça qu'on est en blanc. Parce qu'historiquement, c'était le blanc, c'était la meilleure façon de voir si on avait touché son adversaire. Donc avant, ça faisait un petit peu plus mal qu'aujourd'hui. Ça piquait un peu plus, oui, tout à fait. Ensuite, on a le sabre. Le sabre, historiquement, c'est l'arme des cavaliers. Donc il faut s'imaginer en train de chevaucher son cheval. On sent bien qu'arme à la main, piquer, ça va être compliqué. Donc on va plutôt trancher. C'est pour ça que le sabre, on touche avec le tranchant de la lame et pas avec le bout de sa pointe. Et on touche que le haut du corps, parce que, à nouveau, si on est à cheval, si on tape en bas, on coupe la tête de son cheval et il avance beaucoup moins vite après. D'accord. Voilà. Et moi, ce que je fais, c'est le fleuret. Le fleuret, c'est l'arme la plus technique. On touche une petite cible qui est le tronc. Et pour avoir le point, il faut être l'attaquant et on touche avec le bout de sa pointe. Voilà. C'est l'arme dite d'apprentissage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'aristocratie en a eu marre de s'entretuer pendant les entraînements. Donc, ils se sont dit, on va moucheter la pointe. On va mettre une petite fleur, fioretto en italien. Et ça va nous permettre d'apprendre et de s'entraîner au duel sans se faire mal. Et c'est devenu ensuite une discipline, le fleuret. D'accord, ok, super. Alors du coup, donc à 5 ans, tu as commencé, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. À quel moment tu t'es dit, j'en ferais bien ma vie de ce sport? En fait, je crois que c'est dès le début ou comment ça s'est passé? Je me suis jamais vraiment dit que j'allais en faire ma vie. Je crois que c'est plutôt un enchaînement de situations qui font que du jour au lendemain, tu te retrouves à en faire une vie, que ça devient un projet de vie. Par contre, le rêve, je sais très bien quand est-ce qu'il s'est allumé. Il s'est allumé dans la chambre de mes parents, sur leur lit, quand je regardais les Jeux Olympiques d'Atlanta en 96. Je me souviens, on est avec Brice, mon frère, et là, on regarde Lionel Plumnaille et Franck Boisdin qui sont en demi-finale des Jeux Olympiques de fleuret. Ce qui est génial, c'est qu'ils deviendront tous deux 20 ans plus tard mes entraîneurs, donc ça c'est top. Et en fait, typiquement, quand je les vois faire, je me dis mais ça a l'air juste génial ce qu'ils font. Je veux la faire moi aussi cette compétition, ce qu'ils ont l'air de ressentir, je veux le ressentir aussi un jour. Et voilà, la flamme olympique, on va dire, elle s'est allumée ce jour-là et clairement, elle s'est jamais éteinte depuis. Ok.
Petite anecdote, moi, de mon côté, la première fois que j'ai vu un match d'escrime, j'ai absolument rien compris. C'est-à-dire que ça arrive à pas mal de gens, hein, je complexe pas trop, mais parce que c'est vrai que avec les panneaux de couleurs que tu as derrière, le nombre de points, etc., si on ne t'explique pas clairement, c'est vrai que c'est pas évident à comprendre, de regarder en fait un match d'escrime. C'est vrai, c'est toujours plus facile de le regarder, de comprendre quand on est dans la salle, in situ, plutôt qu'à la télé. Alors après, rassure-toi, des fois les escrimeurs ne sont pas non plus d'accord sur l'arbitrage, hein, c'est la mauvaise foi légendaire de l'escrimeur. Mais bon, même si on ne comprend pas tout, en tout cas, on peut sentir l'intention et l'intensité entre les deux adversaires. Et c'est ça aussi qui fait que c'est très télégénique et qu'on se prend parfois souvent de passion devant un match d'escrime, et encore plus devant les matchs par équipe, parce qu'il y a de rebondissements incroyables en 45 touches. Et alors, du coup, donc, tes parents t'ont poussé à faire des études parce que le sport... ils étaient sportifs, tes parents, ou pas du tout? Alors, pas du tout sportif. Ouais. Aucun héritage sportif dans la famille. Donc là, pour le coup, c'était... Je pense... on a beaucoup d'énergie, par contre, dans la famille. On est plutôt déterminés. Donc je pense que c'était aussi des caractéristiques qui aidaient à devenir sportif de haut niveau par la suite. Mais pas de culture sportive particulière, en tout cas. D'accord. Et donc, du coup, toi, assez rapidement, donc, quand tu vois donc, cette demi-finale à Atlanta, tu as envie de faire de la compétition, de faire du haut niveau, j'imagine, mais du coup, tes parents, qu'est-ce qu'ils te disent? Parce que y a des parents qui diront peut-être, oui, vas-y mon fils, vas-y ma fille, il n'y a pas de souci, et d'autres qui vont dire, ah non, 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 les études d'abord, ou certains même vont parfois dire, bah non, le sport, c'est pas un métier, malheureusement. Bon, ça, c'est des discours qu'on peut entendre. En fait, ils nous ont jamais empêchés de faire des compétitions, loin de là. D'ailleurs, à cette époque, je faisais déjà des compétitions. Par contre, ce qu'ils nous ont empêchés, c'est de sacrifier les études. Pour eux, c'était important que les études soient poursuivies et menées de façon, en tout cas, aboutie, et qu'on choisisse bien notre voie, parce qu'ils avaient la conviction, et je la partage entièrement aujourd'hui avec du recul, que le sport ne dure qu'un temps, et que surtout, il est soumis à des aléas qui ne dépendent pas que de soi. La blessure, typiquement. À un moment, on est contre-performant, un entraîneur qui ne veut pas vous sélectionner, et du jour au lendemain, tout s'écroule. Et quelque part, le fait d'avoir fait des études, d'avoir un métier qui m'est propre, qui soit totalement indépendant du monde du sport, ça me donne aussi cette sérénité, cette sécurité, cette indépendance qui fait du bien aussi quand les choses peuvent se durcir et qu'il y a des aléas, parce qu'une carrière de haut niveau, c'est clairement pas linéaire. D'accord. Et alors... Donc, tu es rentré à l'INSEP en interne au début, ou comment s'est passé l'intégration du haut niveau, en fait, comment ça s'est passé? Donc, post-bac, prépa maths sup, maths spé intégré, et là, je suis en internat au Crêpes de Châtenay-Malabry. Et là, je suis déjà avec les seniors, donc elles ont toutes 10 ans de plus que moi, ce sont les meilleures françaises, moi je suis encore junior à l'époque. Et là, la vie d'internat avec la bringue dans la chambre d'à côté en permanence, moi qui révise mes partiels jusqu'à minuit, 1h du mat. J'ai perdu tous mes matchs la journée parce que les filles sont plus fortes et que moi je suis encore un bébé. Franchement, c'est dur. C'est dur. Après, je sais pourquoi je le fais. Je suis convaincue que je veux travailler dans le milieu de l'aérospatial. Je suis convaincue de mon rêve olympique. Et clairement, à un moment donné, je me pose la question... Est-ce que je dois arrêter ou pas? Est-ce que je dois choisir? Est-ce que je dois enfin écouter les gens qui me disent qu'on ne peut pas tout faire dans la vie? Oui, parce que juste pour se remettre un peu dans ce contexte-là, donc, tu commences une école d'ingénieur post-bac, après le bac, ouais. En même temps que le parcours de sportif de haut niveau à l'INSEP. Ouais. Et ça donne quoi, par exemple, en termes d'horaire d'entraînement, juste pour le côté sportif déjà? Ça te prend combien de temps sur une journée ou une semaine? Alors à l'époque, on n'était pas à l'INSEP, on était au Crêpes de Châtenay-Malabry, oui, mais c'est pas grave, hein, c'était le pôle France, en tout cas Fleur et Dame. À l'époque, on n'était pas sur des entraînements bi-quotidiens. Aujourd'hui, à l'INSEP, je m'entraîne matin, après-midi. À l'époque, c'était le soir, c'était à partir de 16h30, 17h, donc ça me laissait quand même la journée, on va dire une bonne partie de la journée disponible pour les études. Ensuite, il y avait l'entraînement jusqu'à 20h30, 21h, et après, il fallait continuer à travailler, à préparer ses cours, ses devoirs sur table, ses examens. Donc, en fait, j'avais jamais de répit. Les week-ends en compétition, évidemment. Le lundi, le partiel. Enfin bref, j'avais la caboche pleine, quoi. Et le corps plein de lactique. C'était à distance les études, ou tu non, allais à l'école? Non, c'était à côté. Donc j'ai choisi mon école d'ingénieur parce qu'elle faisait la spécialité aéronautique et espace, et parce qu'elle était juste à côté du Crêpes de Châtenay-Malabry. Typiquement, ça m'a permis de mener les deux de front. C'est pour ça qu'il faut aussi mettre de l'intelligence, de la flexibilité dans son parcours. C'est-à-dire que géographiquement, c'était compatible, c'était crédible. Si ça avait été à l'autre bout de la France, à l'autre bout de Paris, c'était foutu. Donc voilà, mais clairement, je me suis posé cette question de si j'allais continuer ou pas.
pas à faire les deux. Et puis, quand je m'imaginais devoir trancher entre l'un ou l'autre, 10 ans après, je me voyais avec plein de regrets. Donc, c'est le 10-10-10 que j'aime bien utiliser. Dans 10 jours, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ok, c'est cool, j'ai plus qu'un truc à faire. Dans 10 mois, bah ok, nickel. Pareil aussi, mais dans 10 ans, et non, 10 ans après, je me voyais pas ce jour-là avoir dû sacrifier mon rêve olympique ou mon métier d'ingénieur. Et du coup, bah, la réponse pour moi, ça a été serre les dents, Astrid, et puis mets bouchées doubles. C'est une bonne technique, ça, le 10-10-10, comme tu dis, pour réfléchir à des décisions, effectivement. C'est une bonne démarche. Moi, ce qui m'impressionne dans ton parcours, hormis le côté triple casquette, c'est aussi notamment le côté performance à long terme, parce que tu vas faire donc les Jeux de Tokyo en 2021. Tes premiers JO, c'était quand? C'était en 2012. 2012. Alors, on ne sait pas encore si je fais les JO de Tokyo en 2021. Oui, alors... Les qualifications françaises ne sont pas terminées. On a qualifié l'équipe de France, mais on ne sait pas encore qui composera cette équipe de France. Donc, voilà, réponse, on ne sait pas, puisqu'on n'a pas les critères de qualification et que, comme tout le monde, on s'adapte dans la période. Ouais, malheureusement, ça, c'est le cas pour un peu tous les sportifs. Moi, je me demandais justement, donc c'est... déjà, par exemple, donc les Jeux Olympiques, on est d'accord, c'est un petit peu le Graal quand même dans certains sports, notamment en escrime. Comment on fait pour se dire, j'ai un objectif, voilà, qui est par exemple Pékin ou Londres, j'ai 4 ans pour y arriver, et éventuellement, parfois d'échouer, ne pas faire le résultat qu'on veut, et quand même continuer à se motiver pour dans 4 ans encore, par exemple. Alors, ça, heureusement, donc effectivement, les Jeux Olympiques pour un sport comme le mien, c'est le Graal. Il n'y a pas de plus belle médaille qu'une médaille olympique. Après, heureusement, un cycle olympique, c'est 4 ans, mais il y a plein d'événements pendant ces 4 années. C'est pas une compète en juillet 2016 et la suivante en juillet 2020, voire 2021. Il y a des Coupes du Monde qui rythment le calendrier annuel. Il y a des championnats d'Europe, il y a des championnats du monde. France, Tout ça, c'est des rendez-vous intermédiaires qui te permettent de t'étalonner, qui te permettent de prendre des marques. Et c'est hyper important aussi pour justement garder ce fil, garder cette motivation, comme tu le disais, parce que sinon, effectivement, ça paraît trop loin. Et puis quoi, le jour J, on lance la pièce et puis on voit de quel côté ça tombe. Non, c'est hyper important d'aller se confronter à la concurrence, parce que finalement, qu'on gagne ou qu'on perde, on récupère beaucoup d'informations. C'est une mine d'informations sur où on en est et surtout tout ce qui nous reste à travailler pour aller décrocher la plus belle médaille. Alors, tu fais de la compétition depuis moult années. Il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est comment tu arrives à te préparer en vue d'un événement majeur, en vue d'une compétition, que ce soit une Coupe du Monde ou des JO. Alors, il y a tout le côté préparation physique, aussi mentale sur le long terme. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est on est dans un sport de dualité qui génère plus ou moins de stress, ça dépend des personnes, mais qui est quand même quelque chose d'assez stressant. Comment tu fais, toi, pour, donc avant d'arriver sur la piste, te mettre dans ton match, te mettre... Je pense que j'ai mis en place des routines d'échauffement notamment, c'est-à-dire que quand j'arrive à ma compète, je sais dans quel ordre je fais les choses, j'ai mon protocole d'échauffement qui est bien huilé, je sais à quel moment je vais prendre la leçon avec le maître d'armes, à quel moment je vais me chauffer avec une autre tireuse. Tout ça permet de se mettre dans de bonnes dispositions, de ne pas avoir d'aléas, parce que ce qui est sûr, c'est que quand je vais être face à mon adversaire, des aléas, il y en aura plein. C'est-à-dire que rien ne va se passer comme prévu. Elle est justement là pour faire en sorte que mon plan ne se passe pas à la perfection. Donc la routine permet justement de se sécuriser, de souffler. Et puis après, de toute façon, le stress, il sera là. C'est pas la question, en fait. On va pas pouvoir l'évacuer, ça sert à rien de le nier. La question, c'est de se dire déjà, ok, bonne nouvelle, ce que je m'apprête à faire, c'est important à mes yeux. Ça compte. Donc je me suis pas entraînée pour rien. Je suis bien au bon endroit. Et surtout, c'est de l'énergie. Donc il faut aller l'utiliser. Par contre, ça sert à rien de gamberger. Est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais perdre? Est-ce que je vais obtenir la médaille d'or à la fin de la journée ou pas? C'est pas la question à se poser. Seule question qui compte, c'est son adversaire. Donc moi, je m'appuie sur ma respiration en fait, et ma respiration me permet de m'ancrer dans l'instant présent
Et du coup, plus rien d'autre ne compte. Les compétitions d'avant ne comptent plus, mes soucis du quotidien ne comptent plus, ce qui va se passer à la fin de la journée n'a pas d'importance, même à la fin du match n'a pas d'importance, c'est-à-dire que la seule chose qui compte, c'est la distance, la cuirasse de mon adversaire et comment je vais mettre cette touche. Comme ça, je me connecte à l'instant, je me connecte à mon adversaire et je suis tellement occupée déjà à gérer ça que j'ai plus le temps pour stresser en fait. Mon cerveau, il est même plus disponible pour laisser de la place au stress. Et du coup, donc, c'est quoi? C'est un peu comme de la méditation? C'est à quoi ça ressemble? J'appelle pas ça de la méditation, j'appelle ça, on va dire, sélectionner l'information qui compte. Mettre le nez sur mes émotions à ce moment-là ne va rien m'apporter. Par contre, prendre les informations qui vont me permettre de toucher mon adversaire, ça c'est utile. Donc en fait, c'est plutôt une capacité à se concentrer sur les informations qui sont pertinentes à l'instant T. D'accord, mais ne pas penser à... Peu importe, si je perds, si je gagne. Ben ça t'apportera rien. Typiquement, c'est une pensée qui est parasite parce qu'elle ne te connecte pas à l'instant. Après, aller chercher de l'énergie dans le public, aller chercher un conseil auprès de son coach, ça c'est utile. Si tu ressens que tu en as besoin, tu le fais. Mais se projeter dans le futur, un futur potentiel ou aller ressasser le passé, là, tu n'es plus dans l'instant, tu es déjà touché, quoi. Et justement, je sais que toi, tu es quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui te pose beaucoup de questions. Et c'est peut-être aussi pour ça ce qui t'a emmené aussi au haut niveau, hein, c'est de comprendre, et ce qui a pu me freiner etc. aussi par moment, hein, c'est toujours pareil, hein, une qualité, un point fort peut, si on exagère, on va dire, te jouer des tours par moment. Et comment tu as fait justement pour essayer de te dire, bon bah voilà, le fait de me poser toujours des questions, parfois peut-être même te remettre en question, ça peut me porter préjudice. Comment tu arrives à te dire, bah non, il faut que je change et que j'arrête de me poser ces questions-là? Comment on arrive à se persuader et à effectuer ce type de changement quand on sait qu'on a, entre guillemets, un défaut, enfin, ou une caractéristique qui parfois peut nous jouer des tours? Là, par exemple, dans un match, se poser trop de questions, effectivement, ça peut te mettre en difficulté. Et moi, je suis curieux de savoir comment tu fais justement pour te dire... pour arriver, est-ce que ça vient du jour au lendemain, tu te dis, bah non, là je sais que j'ai perdu parce que je me suis posé trop de questions, etc. Et donc du coup la prochaine fois j'y pense plus et bah facile, j'y arrive tout de suite? Ou est-ce que c'est un travail de 10 ans Alors déjà, je t'arrête tout de suite. Le jour au lendemain n'existe pas. Il n'y a jamais de déclic magique, c'est dans les films ou alors dans la mauvaise psychothérapie. Non, clairement, en fait, si tu passes des paliers, c'est parce que tu as bossé avant. C'est parce qu'effectivement, tu as eu 10 ans, 5 ans, alors après ça dépend des personnes, mais tout un travail en amont qui te permet de passer ce qu'on appelle le déclic, mais ça n'en est pas un en fait. C'est en tout cas une capacité à mettre en œuvre quelque chose que tu ne savais pas faire auparavant. Donc moi j'ai été accompagnée par une psychothérapeute, j'ai été accompagnée par des entraîneurs aussi qui ont su me trouver des mots pour me permettre de me laisser plus aller à mon instinct, à laisser plus parler mon côté intuitif que le côté cérébral, ingénieur qu'on m'avait appris pendant mes 5 années d'études quand même. Donc voilà, après ça n'a pas été facile, c'est clair. Moi la première fois quand mon entraîneur s'amuse à faire ça, j'ai eu l'impression qu'il me violentait quoi, psychologiquement. Quand il a fait quoi par exemple? Et ben en fait la première fois il m'a dit, je suis allée le voir pour préparer un match, je lui ai dit, et donc sur telle fille, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit, je te réponds pas. Tu sauras pas, tu te débrouilles, tu sais. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui était très nouveau pour moi parce que j'avais l'habitude de préparer mes matchs, de faire du travail vidéo. Et puis là, d'un coup, il me dit, je te donnerai pas d'informations. Tu sauras faire le moment venu. Et c'est vrai que ça m'a perturbée, mais quelque part, il m'a forcé en fait à me faire confiance. Il m'a forcé à me connecter à un instant. Justement, je parlais de la concentration. Ça m'a obligée en fait à aller chercher ces informations et à aller découvrir cette part un peu plus animale, un petit peu plus instinctive. Je suis quand même dans un sport de duel, un sport d'opposition, j'ai besoin de me connecter à l'autre. Et c'est clairement ça qui m'a fait passer un palier. Et je trouve que les deux se servent, c'est-à-dire que dans l'action, se connecter à cette part animale permet d'être juste dans l'instant, de ressentir le moment, et puis un rétro-feedback ensuite pour analyser ce qui s'est passé et apporter une correction si besoin. Donc pour moi, les deux systèmes sont complémentaires. On ne peut pas être uniquement instinctif et de la même façon qu'on ne peut pas être uniquement analytique parce que sinon on n'agit plus jamais. Mais l'action et l'analyse se servent et moi en fait je passe mon temps dans un match à faire ça. D'accord. Super intéressant. Mais alors justement tu me parlais de tes coachs, tes entraîneurs. Comment ça se passe une relation coach-entraîneur? C'est quoi un peu selon toi la clé? Parce que, alors tu le vois aussi en entreprise, peut-être, mais c'est quoi la clé pour toi d'avoir une
bonne relation entre un entraîneur et un entraîné, ou par exemple un manager et un des membres de son équipe. Toi, en tout cas, ça a été quoi les clés du succès, en tout cas pour toi? Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, une méthode ou une personne en particulier où tu t'es dit, ah, effectivement, là, petit à petit, je sens qu'avec lui, je vais beaucoup plus progresser qu'avec quelqu'un d'autre, où je me sens mieux et du coup, je suis plus performante. En fait, il y a les deux. À la fois, ce qui compte le plus dans ta capacité à progresser, c'est ta motivation, la détermination que tu mets, l'engagement que tu mets dans ton projet. Tu pourras toujours incriminer le coach, le manager, mais c'est pas mécanique en fait, la façon de coacher et de manager. Donc, ce qui compte, c'est aussi beaucoup toi, l'investissement, l'engagement que tu mets dans le projet. Et quelque part, si cet engagement il est juste et authentique, tu t'adapteras. Même si le coach te déplaît, même si le manager n'est pas parfait, aucun manager n'est parfait, tu vas trouver dedans des outils. Tu vas le voir comme une boîte à outils et tu vas prendre ce qui te plaît pas, tu le laisses de côté. Mais tout ce qui sera au service de ton projet pour le faire avancer, tu sauras le voir. Ensuite, c'est vrai que tout ça, c'est de l'humain. Et les sportifs de haut niveau, on est des radars affectifs, très clairement. Donc quand tu as la chance de fitter en plus avec ton coach, d'avoir cette bienveillance, ce respect, cette proximité, bien évidemment que quand tu vois dans ses yeux qu'il a confiance en toi, qu'il sait que tu vas y arriver, qu'il te le fait ressentir, mais tu le suivrais au bout du monde. Et c'est ça aussi, quelqu'un qui a du charisme, c'est qu'il t'embarque avec lui. Quand il te dit que tu fais partie des meilleurs, que tu as une des techniques les plus rodées au monde, tu le crois en fait. Alors que d'autres, tu vas dire non, il exagère, il nous a pour me faire plaisir. Lui, tu le crois, tu le suis. Et c'est ça qui est absolument dingue. Et oui, j'ai eu des entraîneurs qui m'ont fait ressentir ça, c'est une chance. Parce que effectivement, ça te fait dépasser tes propres limites. Au départ, tu te dis peut-être qu'il en fait un peu trop. Puis du jour au lendemain, tu es sur la première marche du podium en Coupe du Monde et tu te dis ouais, il s'est passé quelque chose et j'ai eu raison de le suivre. Et alors juste avant de passer à l'autre question qui était liée à la confiance, et tu dis nous les athlètes de haut niveau, on est des radars affectifs. Si tu peux développer parce que... Ouais, typiquement, en fait, on ressent les choses, on sent quelqu'un qui ment. C'est pour ça que moi, quand on me parle de management, typiquement, pour moi, un bon leader, un bon manager, c'est aussi quelqu'un qui incarne ce qu'il dit. Ça sert à rien de prendre le dernier livre de management en vogue, de l'acheter et puis de le réciter. Si tu l'incarnes pas, si tu ressens pas les mots, si t'es pas aligné entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu penses, ils vont le ressentir en face, tes collaborateurs. Un vestiaire sportif, c'est pareil. Un coach qui est pas aligné dans les valeurs qu'il cherche à faire passer à son équipe, dans la direction, qui n'est pas convaincu de la direction à prendre. Mais nous, on est une meute de loups, en fait. On va le sentir, que c'est pas congruent, on va dire, ce discours. Donc, moi, je crois beaucoup à ça et je m'en suis aperçue. C'est pour ça que je dis qu'on est des radars affectifs. Et en plus, on a besoin, pour moi, de sentir qu'on est aimé. Je pense pas qu'on puisse bien leader une équipe, bien la manager, bien la coacher, si on n'aime pas les gens avec lesquels on travaille. Il faut avoir envie de les faire progresser. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et tu sens bien quand ton coach, il n'a pas vraiment sincèrement envie de te faire avancer, ou inversement, tu sens quand profondément il est impliqué dans ce projet-là. C'est pas des mots, c'est du langage non verbal, mais on le ressent hyper fort, et je pense que c'est valable pour les sportifs de haut niveau, mais c'est valable aussi pour des collaborateurs en entreprise. On est dans le monde de l'humain avant tout, quoi. Alors, du coup, cette relation, moi, ça me faisait penser à la confiance aussi, parce que on te dit t'es la meilleure, avec certains t'y croient pas, avec d'autres tu finis par y croire. Il y a une notion de confiance aussi, peut-être de donner confiance à son équipe, aux athlètes qu'on coach, et peut-être en tant que manager aux personnes qu'on manage. Toi, est-ce qu'il y a entre guillemets un conseil que tu donnerais aux gens pour avoir confiance en eux, ou au moins au manager du moins, comment tu peux donner confiance à quelqu'un en fait? C'est une bonne question. Déjà, je pense qu'il faut réussir à bien se connaître et à bien... je crois beaucoup à la stratégie des points forts en fait, dans la notion de confiance. C'est-à-dire que, ok, tu te connais bien, tu connais bien ton athlète, tu choisis quoi? Tu choisis de lui faire... travailler uniquement ses points faibles pour qu'il se remette dans la norme, on va dire, et que ce ne soit pas une lacune, où tu te dis, en fait, naturellement, cet athlète, ce collaborateur, ça, il le fait, mais c'est naturel, ça ne lui coûte aucun effort. Et puis, c'est sa petite grippe, c'est sa signature, c'est ce qui fait qu'il apporte sa valeur ajoutée à l'équipe, au projet.
Moi, je crois évidemment, alors il faut dire que je l'ai exprimé comme ça, mais je crois évidemment à la deuxième solution. Et je crois que c'est sur ces points forts qu'on fera toujours la différence et que c'est vertueux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on te donne une tâche, où on te permet de développer tes habiletés naturelles, tu vas faire. Et en faisant et en réussissant, tu vas alimenter ta confiance en toi. Confiance en soi, pour moi, c'est comme un panier percé ou un tonneau percé. Si tu l'alimentes pas, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Et il faut des actes, il faut des actions, il faut des challenges à relever qui te permettront en permanence de renouveler le stock de confiance en toi. Donc bien évidemment que si tu commences par identifier quelles sont tes forces, tu auras plus facilement ce cercle vertueux. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre des œillères sur ce qu'on ne sait pas faire, parce que très clairement, le piège. Tes adversaires, tes concurrents, eux l'auront détecté. Mais après, c'est à toi aussi de t'appuyer sur tes points forts pour faire en sorte soit de ne plus te mettre dans cette situation-là ou de donner des mauvaises informations pour encore mieux piéger ton adversaire. Mais tu dois te servir en tout cas de ces points forts pour pouvoir contrer et surtout faire la différence. Et je crois fondamentalement que dans une équipe, de toute façon, si on doit faire la différence et apporter sa pierre à l'édifice, ce sera toujours sur ce vers quoi on tend le plus naturellement. Parce qu'en plus, et ça c'est un truc hyper important que j'ai pas dit, les choses qu'on a le plus naturellement en soi, souvent, on prend du plaisir à les faire. Et quand tu prends du plaisir, mais t'es bon dans ce que tu fais. Souvent, oui. Voilà, et en fait, c'est ça la vertu. Donc du coup, je trouve que c'est intéressant aussi d'aller dans ces aptitudes naturelles, parce que souvent, on s'éclate, du coup, on est plus créatif, on est plus productif, et puis... Cercle vertueux. Exactement, et le tonneau, il n'est jamais vide. Et tu parlais justement d'actes. Ça s'est concrétisé comment pour toi, par exemple, pour prendre confiance, ça peut ressembler à quoi des actes? C'est si on te dit quelque chose ou c'est à l'entraînement justement, on te fait bosser uniquement. Enfin, tu as des exemples concrets par exemple de toi, que ce soit en escrime ou peut-être dans le boulot où tu t'es dit, voilà effectivement, ça m'aide, ça me fait du bien parce que ça m'emmène vers mes points positifs. Écoute, ne serait-ce que l'exemple de tout à l'heure sur l'instinct, au départ, moi, je ne m'en sentais pas capable. C'est-à-dire ? Parce que quand j'ai dit qu'à un moment donné, du jour au lendemain, mes entraîneurs ont décidé de ne plus me donner de conseils sur les matchs parce qu'il fallait que ça vienne de moi et qu'ils voulaient que je ressente sur le moment. Au départ, c'était vraiment violent pour moi psychologiquement. Je ne m'en sentais pas capable. Ce n'était pas mes codes, ce n'était pas ma façon de faire les choses. Et j'ai cru que le monde s'effondrait, quoi, très clairement. Et sauf que c'est comme tout, hein, un pied devant l'autre. Un pied devant l'autre, devant l'adversité. C'est pas du jour au lendemain. Et finalement, on s'aperçoit qu'on sait faire. Mais parce que j'étais bien accompagnée, j'étais pas seule. Et surtout, c'est ça qui est important. C'est que quand on se lance dans un défi comme ça, on n'est pas tout seul sans filet, on a des gens autour de nous. Et quand on est bien entouré, quand on s'est entouré des bonnes personnes, qu'on les a choisies, qu'il y a ce rapport de confiance, évidemment qu'elles vont aider justement à passer ces paliers, parce que c'est forcément inconfortable de passer un palier. Si on devait tout le temps rester dans sa zone de confort, toujours dans ce qu'on sait faire, il n'y aurait aucun challenge devant soi. En fait, un défi n'existe que parce que pour nous, c'est un step à passer. Donc évidemment qu'il y aura des choses à apprendre sur le chemin. Si on dit déjà qu'on sait tout faire, il n'y a plus de défi en fait. C'est déjà finger in the nose. C'est pas le sujet quand on veut devenir médaillé olympique. Donc pour moi, la capacité à être bien entourée, elle est primordiale. Je me souviens aussi d'un match par équipe. J'étais nulle, mais nulle. Terrible. Et là, l'entraîneur me dit, mais il me prend à part et il me dit une championne, ça se relève. Rien d'autre. Tout. Voilà. Et je rentre sur la piste pour le dernier match. Et là, je peux vous assurer que vous êtes dans l'inconfort maximum, mais parce que vous avez travaillé plein de choses avant, ça sort. Ce qui est dingue, c'est que ça sort. Mais à ce moment-là, si j'avais pu choisir, j'aurais pris juste mes jambes à mon cou, puis je me serais barrée, quoi. mais non, et c'est ça qui est génial, c'est que au départ, quand on est face à l'inconfort, on a envie de fuir. C'est normal, ça paraît dur, on se sent pas équipé. Sauf que quand on est bien entouré, surtout quand on a travaillé, parce qu'il y a ça derrière, il y a des heures et des heures d'escrime au compteur, de pistes, de fentes. C'est ça qui fait que j'ai un bagage et que l'entraîneur le sait. Et il sait, quand il me dit cette phrase-là, on va me dire, mais dis donc, c'est un manager qui est dur. Mais peut-être qu'il me connaît bien, peut-être qu'il sait aussi tout ce que j'ai enquillé à l'entraînement. Et il sait que je vais être suffisamment solide pour entendre cette phrase-là, qui va toucher mon ego, que c'est un moteur qui marche chez moi aussi. Et voilà, donc c'est la connaissance aussi. C'est pour ça que c'est important d'être bien entouré, parce que bien entouré, la personne, elle vous connaît bien, elle sait comment activer le bon levier chez vous sans vous faire du mal. Et c'est hyper important, je trouve, pour continuer à étendre sa zone de confort dans l'inconfort, on va dire.
super. Leçon de management par Astrid, je valide. Moi, j'aimerais m'attarder un petit peu juste sur toute ta carrière, si tu devais reprendre toute ta carrière d'escrimeuse, même si elle n'est pas finie, hein, bien sûr, mais ça a été quoi le moment le plus difficile à traverser pour toi, parce qu'on se prend tous des claques dans la figure, dans la vie. Toi, ça a été quoi ce moment-là ? Le souvenir le plus difficile pour moi, c'est la 4e place aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, parce que on avait fait une super saison par équipe, et puis on fait un match tactiquement mauvais et très pauvre pour aller chercher la médaille de bronze. Donc ça, c'est le souvenir le plus dur, parce que la médaille en chocolat au jeu, c'est d'une frustration immense. Ça m'a demandé du temps avant de me reconfigurer et de savoir si je voulais continuer. D'ailleurs, j'avais une sorte de désamour pour mon sport. Comment ça se passe justement quand on a cette énorme déception ? J'ai un désamour, je détestais mon sport à ce moment-là. Là, j'en pouvais plus, ça m'avait tellement fait mal de faire 4e. Néanmoins, c'est comme d'habitude, hein, quand on ressent fort, on se pose aussi des bonnes questions. À ce moment-là, j'ai eu la chance d'aller voir un décollage d'Ariane 5 à Kourou. Et je sais pas pourquoi. C'est là où l'instinct est rigolo quand même, parce que j'avais beau être cartésienne, j'écoutais déjà mon instinct. J'ai une petite voix qui me dit « Astrid, à ta sortie d'avion à Cayenne, t'iras au club de Kourou d'escrime. » Je sais pas pourquoi je pense ça, c'est incroyable. Et donc j'appelle le maître d'armes, je dis « voilà, je suis une semaine à Kourou pour le lanceur Ariane 5, mais si vous voulez, je peux passer au club, rencontrer les enfants, et puis échanger avec eux. » Et là, j'arrive, ils sont tous en rond, ils me font tous le salut d'honneur, etc. Ils ont des yeux écarquillés qui brillent. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et puis là, d'un coup, ils s'assoient, le maître d'armes me présente. Ils demandent s'ils ont des questions. Ils lèvent tous la main. Et donc, je prends la première question. Et là, c'est « Madame, je vous ai fait un dessin, je vous ai fait un cadeau. » Et là, en fait, je discute avec eux, je leur parle de mon parcours, des Jeux Olympiques, de ce que j'ai ressenti. Je mets des mots quelque part sur ces Jeux Olympiques qui étaient douloureux, que j'avais cherché à cacher, à enfuir bien profondément, ce qu'il faut surtout pas faire. Enfin, en tout cas, pas trop longtemps. Et puis, à leur contact, en fait, je me suis vue à 5 ans. Ils étaient moi, mais 15 ans auparavant. Et j'ai eu envie de mettre la tenue avec eux. Donc là, j'ai mis la tenue et j'ai refait mon sport. Et ce jour-là, je me suis fait cette promesse, quoi. C'était pas tant, le projet olympique qui avait changé, mon rêve n'avait jamais changé, en fait, juste il m'avait fait mal. Mais surtout, je me suis fait la promesse que désormais, dans la façon que j'allais avoir de m'entraîner, ce serait effectivement faire confiance à mon instinct, mais surtout prendre du plaisir dans ce que j'allais faire. Et donc, depuis, la notion de plaisir, elle est omniprésente dans tous mes entraînements. Et c'est ça aussi qui amène du jeu sur la piste. Et quand je suis complètement à côté de la plaque, mes entraîneurs le savent, c'est-à-dire que je ne piège plus l'autre, je ne suis plus dans le jeu. Et du coup, pour moi, aujourd'hui, c'est devenu un curseur qui est intéressant. Donc voilà comment on peut se sortir de situations où tu es clairement dans un creux, un bon creux de la vague. C'est échanger. Mais en fait, tu te reconnectes à pourquoi tu fais les choses. Et c'est toujours pareil, quand tu es dans une équipe, quand tu manages un projet, il faut lui donner du sens. Et finalement, ce jour-là, je me suis posé la question du pourquoi. Pourquoi tu as ce projet olympique ? Pourquoi ? Parce que voilà, je prends du plaisir à le faire, parce que c'est ce que je ressens fondamentalement, que je me sens bien sur une piste d'escrime, que je me réalise à travers mon sport. Et voilà, donc déjà en début, si tu sais pas pourquoi tu fais les choses, c'est mal barré. Mais je trouve que c'est une question qui est intéressante à se poser, même régulièrement. Parce que du coup, c'est pas forcément le projet qu'il faut remettre en question, mais la façon dont tu le mènes. Et du coup, c'est ça aussi qui te permet de durer dans une carrière. C'est que tu ne fais pas les choses toujours de la même façon. Tu n'es pas la même à 15 ans, 25 ans, 35 ans. Donc, casser la routine, faire les choses autrement, s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, c'est aussi une façon de se renouveler dans ce qu'on fait, quoi, dans son projet. À l'inverse, c'est quoi le moment le plus beau, le plus magnifique que tu aies vécu dans cette carrière ? Alors je sais pas si c'est le plus beau, mais on va dire que c'est le premier qui est aussi intense. C'est quand je gagne ma première Coupe du Monde à Shanghai. Au-delà du fait qu'il y avait un écran géant dehors à la Times Square et que c'était hyper rigolo dans un centre commercial. Enfin, le lieu était surréaliste, mais c'était canon. Quand je gagne, en fait, j'ai un sourire de gamine. Et c'est comme si la petite fille de 5 ans venait de mettre un tampon sur tout ce que l'adulte avait fait. Mais la petite fille de 5 ans, jamais elle se serait imaginée qu'elle arriverait à faire ça.
Et c'est ça qui est intéressant quand on parlait de confiance en soi, c'est que d'un coup, je me suis dit, mais ouais, en fait, ça se construit. Et c'est tous les actes que j'ai posés à l'entraînement tous les jours qui ont rendu ça possible. Donc c'est pour ça que je crois que la confiance, c'est vraiment des actes. Et ce sourire-là, je veux dire, j'ai jamais ressenti une telle satisfaction. Et c'est comme si la petite fille disait à l'adulte, c'est bien ce que tu as fait. Et ça, c'est un moment très fort. C'est impossible à partager avec qui que ce soit, donc c'est hyper frustrant. C'est la différence d'ailleurs avec les compètes par équipe, parce que sinon mes autres gros moments, c'est les compètes par équipe. Parce que ça se partage en fait. À ce moment-là, on est 4 coéquipières plus les coachs, on a passé la même journée, on a eu les mêmes doutes, on a connu les mêmes joies, les mêmes galères, et en un regard, on se comprend. Alors que la compète individuelle, ok, il y a un petit plaisir égotique très fort, mais c'est un plaisir un peu narcissique, quoi, et très individuel. Exactement. Alors que le par équipe, ça se partage, et du coup, c'est quand tu te retrouves sur le podium, l'autre, tu comprends exactement ce qu'elle ressent, et puis tu as une capacité aussi à en parler, et un bonheur, c'est quand même encore mieux quand on peut en parler, qu'on peut le faire durer au travers d'une discussion, et puis que ça se partage. Alors justement, l'équipe de France d'escrime, en tout cas de fleuret, vous n'êtes pas mauvaise, hein, faut le dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement, tu disais, donc c'est deux choses très différentes au niveau de la victoire, etc. Mais comment, parce que donc, vous êtes combien dans une équipe, rappelle-moi Alors en fait, on est 4 coéquipières. Il y a 3 qui seront titulaires pendant le match et une remplaçante. Le changement de la remplaçante peut se faire à n'importe quel moment au cours du match. Et comment on fait pour se donner les moyens de gagner en équipe, en fait, tu vois, par rapport au côté individuel où là, ça ne tient qu'à toi. Comment vous faites pour, je sais pas, pour essayer d'être soudés, pour essayer de bien communiquer, de bien vous entendre, enfin, tout le côté un peu esprit d'équipe. Comment ça se passe, comment ça fonctionne Alors déjà, une équipe, ça demande aussi de créer du lien, de tisser une relation de confiance, et ça demande du temps, ça demande de bien se connaître. Il y a un exercice qui était intéressant qu'on avait fait, c'était les attentes réciproques finalement. Qu'est-ce que ma coéquipière attend de moi et qu'est-ce que j'attends d'elle, de manière à ajuster justement comment on a envie de fonctionner dans ce par équipe. Et puis parfois on pense, en fait on projette des choses et on fait des hypothèses sur les autres, alors que c'est beaucoup plus simple de leur demander, mais au fait qu'est-ce que tu attends de moi en termes de comportement, en termes d'action, peu importe en fait, mais comment je peux contribuer de la manière la plus utile à cette équipe. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on s'aperçoit parfois qu'on se fait des plans sur la comète alors que les attentes sont très simples. Et c'est un exercice qui peut être hyper intéressant. Moi, ce que je retiens dans l'esprit d'équipe, parce qu'on peut mettre plein de termes derrière, mais c'est qu'on est co-responsable en fait. Et c'est comme ça qu'on va avoir cette solidarité qui va s'instaurer, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que de ma propre performance. Alors bien évidemment, je dois être performante à titre individuel pour mieux servir l'équipe. Mais je suis aussi responsable de la performance de l'autre, c'est-à-dire que c'est aussi à moi de permettre à ma coéquipière de pouvoir s'exprimer et de pouvoir mettre ses touches. Donc c'est aussi à moi de créer ces conditions qui sont propices pour qu'elle se sente bien. C'est-à-dire créer ces conditions propices pour qu'elle par rapport à ce dont elle a besoin, justement, dans ces discussions d'attente réciproque, il y en a certaines qui ont besoin d'avoir du calme au niveau du banc de touche. Certaines, en un regard, on sait qu'elles attendent un conseil technique. Il y en a d'autres, elles ont besoin qu'on les secoue un peu plus quand elles ont des creux de concentration. Et ça, il y en a d'autres qui ont peur. Et il faut savoir les rassurer aussi. Et c'est ça qui va permettre aussi à sa coéquipière d'assurer sa propre performance. Moi, mon but, c'est pas de mettre 3 fois 5 touches. C'est qu'à la fin, l'équipe de France, elle en mette 45. Donc, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans l'esprit d'équipe. C'est de se mettre aussi à la place de l'autre pour l'aider à réaliser sa propre performance. Pour que tout le monde gagne. Ok. Il y a des petits tips quand on recrée une équipe, parce que depuis que tu as rejoint l'équipe de France, est-ce que ça a toujours été les mêmes coéquipiers ou non, ça a changé quand même? Non, ça a changé. Après, pour moi, ce qui est important, on n'est pas forcément les meilleurs amis du monde, même on n'est pas les meilleurs amis du monde, on partira pas en vacances ensemble. Mais par contre, il y a des valeurs qui sont un socle. Et je trouve que quoi qu'il se passe, à partir du moment où il y a du respect et de la bienveillance dans une équipe, on peut faire des grandes choses ensemble. La capacité à se dire les choses, à être dans un climat de confiance et surtout à partager un même objectif. Ça fait qu'à la fin,
on va forcément se retrouver. Après, c'est encore mieux quand on arrive à tisser ce lien, on va dire, avoir des moments aussi de convivialité, parce que c'est des moments où on échange, on apprend à se connaître autrement aussi qu'à travers son sport. Voilà, mais c'est important, ces petits lieux de décompression. Nous, on a l'Olympe Café à Vincennes, la Patrouille de France, ils ont le bar de l'Escadrille, c'est pareil. Et c'est des lieux où, effectivement... Tout comme au rugby, ils ont un troisième mi-temps. Exactement, et c'est hyper important pour créer du lien, parce que quand ce sera dur, il faudra réussir à se comprendre en un instant, et puis c'est ça qui fera qu'il y aura cette solidarité qui va se mettre en œuvre, parce qu'on se connaît, parce qu'on s'est vu évoluer dans des moments de joie, mais aussi dans des moments de galère, et puis parce que l'objectif, il est tellement fort qu'à ce moment-là, on donnera sa vie sur la piste pour l'autre. J'aimerais bien être dans ton équipe. Je sais pas si tout le monde dit ça, tu sais, j'ai déplu aussi beaucoup par équipe, on évolue au cours d'une vie, et ça, c'est chouette. En parlant d'évolution, donc quand on revient sur la jeune Astrid qui est dans ses études et qui, au bout d'un moment, doit éventuellement travailler. Alors, j'ai plusieurs questions, mais je vais en poser une, je ne veux pas l'oublier, celle-là. C'est comment on vit ou pas de l'escrime en tant que sportif de haut niveau? Alors, à mon époque, on n'en vivait juste pas. Quand tu as intégré le haut niveau, c'était en quelle année ? C'est une excellente question. C'est en 2001 que je rejoins le Pôle France senior. À ce moment-là, la seule qui vit vraiment de son sport, de l'escrime, c'est Laura Flessel, mais elle était double championne olympique. C'était la première médaillée d'or olympique de son arme, même, puisqu'avant l'épée d'âme n'était pas olympique. Donc, c'est tout un contexte historique qui était aussi favorable pour professionnaliser en tout cas la pratique de son côté, mais c'était pas le cas de tout le monde. Donc moi, en étant une jeune junior, clairement j'avais à ce moment-là aucune possibilité de pouvoir en vivre. C'est moins le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, en plus avec la perspective de Paris 2024, les jeunes ont des contrats d'image qui leur permettent avec des marques finalement d'avoir un détachement et du droit à l'image tout simplement, sans avoir forcément besoin de travailler en échange, ou en tout cas de faire des prestations. Il y a des contrats aussi d'insertion professionnelle, ce qu'on appelle les CIP. Moi, c'est ce que j'ai avec Ariane Group aujourd'hui, qui te permettent d'avoir un détachement temps partiel ou temps complet pour pouvoir t'entraîner et en même temps avoir ton activité professionnelle en parallèle. Mais aujourd'hui, si tu fais de l'escrime, imaginons, t'es jeune, t'as pas encore fait de médaille, parce qu'une médaille olympique, ça ramène un petit peu d'argent quand même. Faut le dire. Alors une médaille olympique, ça ramène 50 000 euros et c'est fiscalisé, et faut quand même se dire que c'est 8 ans de travail. Donc tu fais 50 000 divisé par 8. Ce que je veux dire, c'est que oui, c'est pas ça qui va te permettre de vivre pendant les 4 années à venir, on est d'accord. Mais hormis cette petite gratification qui fait plaisir, au quotidien, est-ce que justement, un peu comme... je sais pas, dans le rugby professionnel ou d'autres sports, il y a une rémunération quand tu vas dans des clubs ou autres, comment ça se passe ça ? Alors il y a des clubs qui sont rares, ils sont hyper rares, qui arrivent à faire des contrats de travail, mais c'est très compliqué pour un club, parce qu'il faut se dire que qui dit contrat de travail dit des charges à payer. Manu, si tu nous écoutes. Ouais, c'est vrai que le monde du sport olympique souffre, parce que les sportifs de haut niveau, on a quand même cette précarité, justement, parce qu'on n'a pas de contrat de travail, donc on vit de contrat d'image, mais du coup, ça nous précarise aussi, parce que derrière, si tu te blesses, si tu n'es plus performant, ça veut dire que tu n'as plus rien. Pareil, il y a des clubs qui fonctionnent avec les primes au résultat. Super, je veux dire, c'est vertueux, mais à nouveau, en fait, ça ne nous sécurise pas s'il y a un aléa de vie. Et pourtant, aujourd'hui, c'est le modèle qui est le plus répandu. D'autres clubs qui fonctionnent plutôt avec des défraiements. Donc là, c'est pareil, c'est des frais qui sont réels, donc ça ne te permet pas de gagner de l'argent. Donc c'est assez compliqué. Il faut effectivement aujourd'hui être multimédaillé ou en tout cas ou avoir une belle gueule. Ça peut marcher aussi pour avoir des contrats d'image, mais ça, c'est pareil. Qui dit image dit qu'il faut l'assumer derrière. On n'a pas tous le caractère aussi pour jouer ce jeu-là. Moi, typiquement, si je me remets jeune junior, j'ai 17 ans, sortie du bac, sortie de chez mes parents... c'était pas mon caractère. Donc, moi, mon caractère, c'était plutôt de sécuriser les études, de trouver un emploi, et finalement, ça correspond à ma personnalité. Et je crois qu'à nouveau, là-dessus, tu peux pas tricher. Tu peux pas tricher avec ton image grand public, l'image que tu veux véhiculer auprès des marques. Parce qu'après, si tu cherches à forcer
Et si tu n'es plus authentique, c'est aussi quelque chose qui va te gêner dans la performance, parce que ça va trop te coûter en fait. Donc c'est là où il faut être vigilant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vendre son âme au diable, et notre image a un prix, et c'est aussi se respecter que de bien savoir comment on souhaite communiquer sur soi, quoi. D'accord. Mais globalement, en tout cas, l'escrime, donc c'est pas un sport organisé dans lequel il y a assez d'argent pour pouvoir, à grande échelle, je dirais, permettre une rémunération des athlètes de haut niveau. De toute façon, c'est tout simple. Pour avoir une rémunération à grande échelle, ça veut dire que tu as une économie du sport. Qui dit une économie du sport dit une économie du spectacle, avec des compétitions, une billetterie, dit des droits de télévision. Quand est-ce que tu vois de l'escrime à la télévision? Tous les 4 ans aux Jeux Olympiques. Donc déjà, alors un peu sur la chaîne L'Équipe quand il y a des Coupes du Monde qui sont en France, un peu sur Eurosport au moment des championnats du monde, des championnats d'Europe, mais tu sens bien qu'on ne s'arrache pas les droits de diffusion de l'escrime. Un peu moins que le foot. Souvent, c'est la Fédération internationale qui produit elle-même ces images et qui les donne ensuite à diffuser. Donc tu vois qu'il n'y a pas de droit télé en fait. Billetterie, il y a eu un peu sur quelques masters, donc c'est les 8 premiers au ranking de chaque arme, mais c'est un one-shot dans l'année, et le prize money, il va aller à 10 000 €. Donc tu peux pas compter là-dessus en fait. Et c'est pour ça que mes parents d'ailleurs très tôt m'ont toujours dit et répété, même à mon frère, que c'était d'abord les études, d'abord un métier, parce que en plus il fallait penser à l'après et à la reconversion. Et oui. Parce qu'on n'est pas, on ne devient pas, je pense, champion olympique et on ne le reste pas jusqu'à 60 ou 70 ans. Non, c'est pas comme les artistes. Moi, j'envie les artistes. Ouais, je veux dire, Aznavour, mais quelle chance d'avoir pu vivre de sa passion, d'avoir pu faire sa passion jusqu'au dernier moment. Moi, il y a un autre sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est Ariane. Alors, je sais que tu travailles sur des projets qui sont parfois un peu touchy, donc tu peux pas non plus rentrer dans le détail de tout. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ta progression en fait dans cette entreprise et tes fonctions managériales, en tant que femme. Parce que Monsieur Cliché est sorti, attention, l'aérospatiale ou l'aéronautique. On le reconnaît avec ses grands sabots. Voilà, exactement. Non, mais dans l'aérospatiale ou l'aéronautique, donc c'est un milieu qui est un peu historiquement quand même plus masculin que féminin. Et du coup, simplement essayer de comprendre, est-ce que quand on est une femme dans l'aérospatiale, par exemple, quand on débute aussi notamment, est-ce que c'est plus difficile que quand on est un homme? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des codes, des choses qui sont contraignantes? Est-ce qu'il y a des égalités? Ou est-ce que tout va bien dans le meilleur des mondes? Ça m'intéresse. Je ne dirais pas que tout va bien dans le meilleur des mondes. J'ai l'impression, en tout cas, j'ai la chance d'être dans une entreprise, Ariane Group, qui a à cœur l'égalité salariale homme-femme. Si j'ai été victime de discrimination, à mon sens, elle est plutôt positive. Alors, c'est les fameux quotas. Aujourd'hui, on sait que les entreprises ont à cœur de faire en sorte que sur des postes de direction, il y ait aujourd'hui une certaine parité. Parce que aussi il y a certaines études qui ont montré que les entreprises où la représentation des femmes elle était on va dire plus élevée, que ce soit dans les conseils d'administration ou dans le management, c'était aussi des entreprises qui ont enregistré les meilleures performances économiques et financières. Donc ça sort pas non plus de nulle part. C'est bien que cette parité elle amène une richesse dans le foisonnement des idées, dans la diversité des points de vue. Donc voilà, donc ça ressort pas de nulle part. Après, du coup, moi, la discrimination, je l'ai plutôt vécue de manière positive parce qu'effectivement, il y avait cette politique aussi de s'assurer qu'à des postes de direction, de service, d'unité, il y ait une représentation des femmes. Donc, je l'ai pas mal vécu. J'ai pas eu le sentiment de devoir redoubler d'efforts à mon niveau, mais parce que de toute façon, je redouble d'efforts naturellement. Enfin, c'est moi, ce qu'il faudrait que j'apprenne à faire, c'est d'en faire peut-être un peu moins. Donc, j'ai du mal à répondre à cette question. Ce que je sais par contre, c'est difficile aussi parce que tu peux pas non plus cracher sur ton employeur, donc c'est une question. Non, mais en plus, je peux comprendre aussi, c'est difficile. Sincèrement, si j'avais dû, j'aurais botté en touche. Je sais faire ça. Ouais. J'aurais monté en touche, je t'aurais pas fait de réponse. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je crois pas du tout à un leadership féminin. Ça, je n'y crois pas. D'ailleurs, je vais être cohérente avec ce que j'ai dit par ailleurs, c'est qu'il faut d'abord être soi-même. Si justement la parité elle amène quelque chose, c'est qu'elle amène aussi une intelligence collective par la complémentarité qu'il peut y avoir entre des parcours différents, des sensibilités différentes. Et du coup, si on s'amusait à tous rentrer dans le même moule,
on anéantirait en fait cette richesse. Donc moi je crois au fait qu'une femme qui lead, elle n'a pas besoin de rentrer dans les codes de la masculinité. Et inversement, les codes de la masculinité pourraient évoluer eux aussi. Mais donc voilà, je suis plutôt dans le fait d'être soi-même, d'assumer aussi son style de management, de leadership, et en tout cas plutôt travailler de la complémentarité des individus au poste de direction. C'est une chouette réponse. Bon, le temps. Ah si, il y a un truc qui peut être sympa quand même. Vas-y, dis-moi. Je me permets sur. Et je pense que en fait, ce qui me fait penser à ça, c'est quand je t'ai dit que la masculinité pouvait évoluer aussi. Je pense que il y a des hommes aussi qui potentiellement auraient envie de rentrer plutôt chez eux pour s'occuper des enfants. Il y a une habitude. Enfin voilà, on est parents. Il y a une coparentalité homme-femme ou femme-femme ou homme-homme, peu importe son modèle familial. Mais toujours est-il que je pense qu'une des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour que les hommes puissent assumer cette parentalité, que les femmes soient moins stigmatisées aussi au travail parce qu'elles peuvent avoir des contraintes familiales, c'est juste de mettre des horaires de réunion qui sont crédibles. Et c'est vrai qu'après 18h30, c'est pas forcément une bonne idée de mettre une réunion parce que ça va exclure la femme qui doit peut-être rentrer pour s'occuper de cette famille. Et puis ça va aussi obliger l'homme à lui rester dans son carcan de la masculinité où du coup, lui, il reste tard au travail et puis la femme s'occupe des enfants. Donc je pense que s'interdire un certain horaire de réunion, c'est aussi permettre à chacun de vivre sa famille comme il le souhaite et puis de sortir des stéréotypes et des cases qu'on aime bien nous coller. C'est bien, c'est une action concrète effectivement et qui est totalement pertinente effectivement. Bon, je suis désolé, le temps passe. Il est passé beaucoup trop vite, mais tu dois nous quitter malheureusement. Ouais, je dois aller à l'entraînement. Tu es obligé de faire du sport, oh là là. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse parce que t'es quand même une femme inspirante, vraiment, de par ton parcours, de par tout ce que tu arrives à faire en même temps, de par le caractère que tu as, je le sais, notamment quand il s'agit de négocier avec toi, parfois c'est compliqué. Ne négociez jamais avec elle. Non mais voilà, moi ma question en fait c'est vraiment plus pour nos auditeurs en mode si tu avais un conseil à donner par exemple, la petite Astrid Guyard qui est sur le point d'avoir son parcours quand elle a 5 ans. C'est toi qui t'adresses à elle. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, pas forcément à la petite Astrid, mais toutes les autres petites Astrid potentiellement en devenir. Qu'est-ce que tu leur donneras comme conseil pour aller au bout de leur rêve, en fait, que ce soit un rêve olympique, un rêve spatial, un rêve... Est-ce que toi, il y a une chose qui t'a aidé et que tu aimerais bien partager ? Oui, je pense que je dirais à la petite fille et à toutes les potentielles de petites filles que j'aurais pu être, n'écoute jamais, ne crois jamais quelqu'un qui te dit que ce n'est pas possible. Tout simplement. Parfait. C'est court mais efficace. J'aime beaucoup. Impossible is nothing. C'est parce que je suis pressée, je dois aller à l'entraînement, j'ai fait court. Non, c'est pas vrai. Non, mais donc voilà, ne pas se mettre de barrière, quoi. Non, mais en fait, c'est même les proches. Des fois pour nous protéger, parce qu'ils s'inquiètent, parce qu'ils veulent pas qu'on tombe de haut. Ils ont tendance à vouloir nous restreindre quand on se lance dans un projet, dans un défi, même quand on veut se reconvertir. Attention, t'as pensé à ça, oui mais c'est dangereux, oui mais ça pourrait ne pas réussir. Oui mais peut-être. Mais c'est ce que je veux faire, je le ressens. Et donc, quand on a une conviction, quand ça brûle là, à l'intérieur, je pense qu'il y aura toujours des gens pour vous dire que c'est pas possible, soit parce qu'eux-mêmes n'ont pas osé, et qui projettent leur propre choix sur vous, soit parce qu'ils sont inquiets et qu'ils veulent pas vous voir triste. Dans tous les cas, ça s'assume. Parce que le pire, c'est justement de ne pas avoir assumé ce rêve, et à la fin d'une vie, de se dire « Ah, j'aurais dû ». Et moi, je ne peux pas vivre comme ça. Et du coup, c'est vrai que je me suis battue toute ma vie avec des gens qui m'expliquaient par A plus B que c'était pas possible de faire à la fois de l'escrime olympique et à la fois ingénieur aérospatial, et pourquoi écrire des livres jeunesse, et pourquoi donner du temps pour des enfants, et pourquoi m'investir en étant une athlète engagée. Mais non, en fait, on n'a pas besoin de choisir. Ce qu'il faut, c'est peut-être choisir les moments où on fait tout ça. On ne fait pas tout en même temps. On priorise, on apprend à dire non aussi pour se laisser du temps sur le reste. Mais rien n'est impossible à partir du moment où, en tout cas, pour soi, ça a de la valeur et surtout, ça a du sens. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Astrid. On doit te laisser filer. Juste pour rappel, parce que en conférence, tu interviens sur pas mal de thèmes.
Tu peux nous faire un petit récap des thèmes que tu as l'habitude d'aborder? Du coup, pendant les conférences, c'est vrai que je me sers de cette double casquette, ingénieur aérospatial puis sportif de haut niveau, pour dresser des parallèles, on va dire, entre les compétences et puis les valeurs managériales qui sont attendues en entreprise et puis le parcours d'une olympienne. Voilà, donc je parle management, leadership, notamment au travers des thématiques qui vont être la motivation, l'inspiration, l'engagement, les conditions de la performance, qu'elles soient individuelles ou collectives. La gestion des émotions aussi, on en a parlé, avec le développement de l'intuition. La confiance en soi au travers des challenges, et puis tout ce qui va être innovation, quand même ingénieur aérospatial, et notamment adaptation au changement. Bon, super. Écoute, quand on pourra trouver une salle cool, moi je serai partant pour faire une suite, peut-être un épisode 2. On a débroussaillé un peu, mais il y a plein d'autres choses qui pourraient être intéressantes. En attendant, merci beaucoup. Et je voulais juste faire un rappel, donc tu nous as pas donné le nom de ces livres jeunesse. S'il y a des parents que ça intéresse. Absolument, ça s'appelle Les incroyables rencontres de Joe, aux éditions du Cherche Midi. Alors il faut taper Astrid Guyard, auteur, sur internet, et vous tomberez sur la collection. Le petit Joe, en fait, pour Jeux Olympiques, tout simplement, c'est un enfant qui va rencontrer au cours de chaque histoire un enfant de son âge qui deviendra 20 ans plus tard un grand champion français. Donc c'est l'occasion de découvrir un sport, mais aussi un champion, et donc les valeurs de ce sport. Et à chaque fois, il y a une thématique de développement personnel qui est traitée. Donc je ne traite pas le sport de performance. Joe n'a pas vocation à devenir un grand champion, quoique l'histoire ne le dit pas. Par contre, au travers de sa rencontre avec un grand champion français, il va toucher du doigt les valeurs du sport, et puis il va surtout apprendre sur lui-même. Il va se révéler grâce à ce sport. Génial. Bah écoute, ça donne envie. On peut acheter sur internet ou Tout à fait, c'est disponible sur internet, en librairie aussi, mais le plus simple c'est de taper sur internet, de voir où est-ce qu'il est disponible. Donc voilà, celui à l'escrime s'appelle Le Face à Face de Joe, et il est justement avec un certain Brice Guyard. Super, merci beaucoup Astrid, merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous êtes allés jusqu'au bout, c'est que vous a plu, le profil d'Astrid vous a plu, et donc n'hésitez pas à nous mettre un petit like ou nous noter 5 sur 5 sur Apple Podcast. Ça nous aidera justement à mettre en avant le profil d'autres champions, d'autres personnes inspirantes comme Astrid à l'avenir. Merci Astrid, et puis à bientôt peut-être pour un épisode 2. Merci à toi et à très bientôt.